Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la séquence Banque Centrale qui bat son plein avec une décision matérialisée, celle de la Fed hier soir. Sans surprise, la Fed a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base et l'immense majorité des banquiers centraux américains désormais militent pour une stratégie higher for longer. 17 membres du FOMC voient des taux directeurs de la Fed supérieurs ou égaux à 5% tout au long de l'année 2023. C'est un schéma assez dur, beaucoup plus dur que ce que les marchés anticipent, et les marchés d'ailleurs ont plutôt décidé d'ignorer les messages envoyés par Jérôme Powell, qui aimerait voir les conditions financières se durcir encore un peu plus pour l'aider dans son travail de lutte contre l'inflation. Néanmoins, on notera sur la partie obligataire que les taux américains sont plus bas qu'ils ne l'étaient avant la publication du CPI, le dernier rapport sur l'inflation aux États-Unis, mardi, et un marché qui anticipe toujours que la Fed pourrait être amenée à baisser ses taux à partir de la seconde moitié de l'année prochaine. Un sujet de contradiction effectivement qu'il faudra résoudre à un moment, et nous en parlerons largement avec Frédéric Ducrozet qui sera avec nous en visioconférence dans quelques instants chez Pictet Wealth Management, avec la BCE et la Banque d'Angleterre qui vont prendre le relais. La décision de la Banque d'Angleterre est attendue d'ici une demi-heure maintenant, et la décision de la Banque Centrale Européenne en tout début d'après-midi. 50 points de base là aussi, c'est le tarif unique pour les banques centrales à l'occasion de ces derniers meetings de l'année 2022, avec pour la BCE de premières indications sans doute sur la stratégie de réduction du bilan qui pourrait débuter à partir de l'an prochain. Voilà pour les sujets du jour, et nous évoquerons évidemment la position des marchés en cette fin d'année avec, rappelons-le quand même, un CAC 40 dividende réinvesti qui est en baisse de seulement 4% depuis le 1er janvier, une performance spectaculaire au regard de tout ce qu'on a traversé au cours de cette année 2022. Que penser effectivement de ces performances affichées par les indices européens et l'indice parisien notamment en cette fin d'année, et quelles sont les idées stratégiques qu'on peut avoir en matière d'investissement pour entamer 2023? Là aussi, ce sera un sujet de discussion avec nos invités pendant cette demi-heure. Mais d'abord, la séquence Banque Centrale, dernier tour de piste de cette année 2022 pour la Fed, la Banque d'Angleterre et la BCE. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Commentons évidemment les décisions de la Réserve fédérale américaine hier soir. Aucun membre du FOMC en septembre dernier imaginait que les taux directeurs iraient à 5% ou plus en 2023. Ils sont désormais 17 sur 19 à imaginer que les taux seront supérieurs ou égaux à 5% tout au long de l'année prochaine, et pour autant, le marché ne croit pas ce scénario affiché par les membres de la Fed, Frédéric. Oui, et on peut le comprendre peut-être dans un premier temps, ne serait-ce que parce que l'année qu'on vient de vivre effectivement a été spectaculaire et riche en surprises, y compris bien sûr sur le front de l'inflation. On peut imaginer une forme de défiance des marchés sur la forward guidance d'une manière générale des banques centrales. Notons d'ailleurs que cette forward guidance est censée être terminée. Maintenant, on est entièrement dicté en termes de politique monétaire par les données, et pourtant on se projette toujours. C'est la nature des banques centrales. On ne peut pas échapper à cette forme de peut-être contradiction à court terme. La Fed, comme la BCE, comme d'autres banques centrales, utilisent d'ailleurs ces projections dans une large mesure comme signal de politique monétaire. On a un taux terminal de la Fed au-dessus de 5% l'année prochaine. C'est le message qu'on attendait d'ailleurs hier, qui est au quiche. La surprise est effectivement plutôt en termes de réaction de marché. Si c'est une défiance vis-à-vis de la Banque centrale qu'on ne croit pas, entre guillemets, les données finiront par probablement lui donner raison, en l'occurrence à la Fed, et l'inflation reste tout de même très élevée, sticky, et en termes d'inflation domestique à des niveaux qu'elle ne peut pas tolérer. Mais si c'est peut-être aussi des anticipations
de baisse de taux d'intérêt. Là aussi, le marché ne croit pas la Fed quand Powell nous dit qu'il est hors de question de baisser les taux dans un avenir proche. Alors c'est peut-être un petit peu plus embêtant et c'est là où la communication de la Banque centrale pourra être amenée à être recalibrée. La dernière chose, c'est qu'il y a une grosse différence aussi dans la réaction du marché obligataire avec des taux qui sont aujourd'hui, vous le disiez, plus bas que lors de avant la publication des derniers chiffres d'inflation, qui sont quasiment au même niveau, ces taux d'intérêt à long terme, à 3,5%, qu'avant que la Fed commence à monter les taux de 350 points de base. Donc il y a une forme de contradiction, avec encore une fois une anticipation de récession, de baisse de taux. C'est ça qu'il faut peut-être challenger. Et une différence avec le marché action qui, lui, certes rebondit depuis quelques semaines, mais reste quand même en baisse aux États-Unis largement sur l'ensemble de l'année. Peut-être aussi qu'à la marge, Powell se dit qu'une bonne partie du travail, entre guillemets, et de la douleur qui a été infligée aux investisseurs et de l'effet richesse qui en résulte, peut-être qu'on a déjà eu beaucoup et que la suite viendra par le marché immobilier notamment. C'est là aussi ce qu'à mon avis le marché equity, crédit et obligataire nous dit à la réaction de cette décision. Il n'y a plus de forward guidance, mais il y a toujours des indicateurs clés de performance et Jérôme Powell focalise l'attention des investisseurs sur une partie précise de l'inflation américaine désormais, Frédéric, l'inflation cœur dans les services, en dehors de l'immobilier et du logement. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette partie cœur sous-jacente de l'inflation et pourquoi est-ce que Jérôme Powell en fait un indicateur clé à ce stade ? C'est un éternel débat qui date depuis des dizaines d'années, d'avoir la bonne mesure de l'inflation sous-jacente, celle qui vous donne la direction de l'inflation totale dans les années à venir. Au-delà du très court terme, une banque centrale doit avoir un objectif d'inflation à 18 mois ou 2 ans, et c'est ce qu'on essaie de déterminer dans cette tendance de l'inflation. Il n'y a pas de réponse unique, d'ailleurs la situation est très différente en Europe des États-Unis par exemple. Il se focalise sur ce noyau dur de l'inflation dans les services hors shelter, hors immobilier, parce que tout le reste est amplifié par un certain nombre de distorsions statistiques. L'énergie, il faut pour l'instant la mettre de côté. L'alimentaire, on ne comprend pas très bien tout, mais c'est en train, enfin, de s'améliorer. Les goulots d'étranglement qui se sont progressivement dissipés. On pense aussi au prix des automobiles neuves ou d'occasion. Et puis dans les services, enfin, quand il reste que ça, ce qu'on veut capter, c'est vraiment l'intensité des pressions domestiques, notamment via les salaires, donc dans cet secteur de l'économie qui est très intensif en main-d'œuvre, et vraiment capter là, d'abord si on a bien passé le pic, et à quel niveau l'inflation va peut-être trouver un équilibre l'année prochaine. C'est vraiment la grande question. L'immobilier étant également un poids important aux États-Unis, mais pas en Europe, via les loyers imputés. On sait que le cycle de l'immobilier va in fine, peut-être après encore quelques mois, peser enfin sur l'inflation. Pour le moment, ce n'est pas le cas. L'inflation a surpris à la baisse aux États-Unis, malgré une très très forte augmentation à nouveau des loyers. Donc il y a cette confluence d'indicateurs. Powell, comme tout le monde, comme tous les économistes, essaye d'y voir plus clair en filtrant vraiment ce qui est le plus important. Mais quand on filtre trop, on risque aussi de perdre une partie de l'information. Si on en vient à la Banque Centrale Européenne, Frédéric, donc je le disais, un tarif unique pour toutes les grandes banques centrales majeures, en tout cas des pays développés pour ce dernier tour de piste de l'année, 50 points de base donc à suivre cet après-midi, et de premières indications sans doute sur la stratégie de réduction du bilan à partir de 2023. Qu'est-ce que vous attendez comme information particulière, nouvelle, à l'issue de la conférence de presse de Christine Lagarde tout à l'heure, Frédéric ? Je pense que la Banque centrale européenne peut être la plus au quiche de toutes. J'avais peut-être encore un doute pour la Banque nationale suisse, mais ce n'est pas le cas. Non, la Banque centrale européenne pour plusieurs raisons. D'abord parce que les taux sont plus bas. On va avoir une augmentation probablement de 50 points de base à 2% seulement. On est loin des taux de la Fed ou même de ceux du Royaume-Uni. Il y a encore du chemin. Également parce que les dernières informations vont quasiment systématiquement dans le sens d'une récession moins sévère que prévu, que l'économie allemande, notamment par l'Institut statistique IFO, peut peut-être même échapper à une récession cet hiver, ce qui n'était pas du tout l'hypothèse il y a encore quelques temps. Enfin, en Europe, parce qu'on a une inflation qui est plus élevée, et là aussi avec un caractère un peu plus persistant par un certain nombre de systèmes d'indexation, des salaires, des retraites, et qu'on peut imaginer, je ne dis pas que c'est le cas, mais que le risque d'effet de second tour sur les salaires ne sera pas forcément plus important, mais plus long, plus persistant dans la durée. Donc la BCE veut
je pense, malgré des hausses de taux qui vont ralentir dans leur ampleur en tout cas, être très claire sur le fait qu'elle n'a pas encore terminé ce travail de normalisation et effectivement sa réduction du bilan, elle n'a même pas commencé pour la partie active en tout cas. Je pense que Christine Lagarde et les membres du Conseil des gouverneurs auront vu également la réaction de marché à la conférence de Powell. Et voilà, si on peut avoir des surprises, à mon avis, elles iront toutes dans le sens d'un ton un peu plus agressif que prévu encore cet après-midi. Et on peut imaginer, au courant de l'année 2023, une BCE qui reste plus hawkish qu'une Fed, c'est-à-dire une BCE qui continuerait de monter ses taux, peut-être à des pas encore de 50 points de base, pourquoi pas, quand la Fed serait déjà proche d'une pause ou revenue peut-être à des pas de 25 points de base seulement ? En temps normal, c'est difficile à imaginer, même en revenant à l'époque de la Bundesbank, c'était très rarement le cas que l'Europe puisse continuer de resserrer les conditions monétaires alors que la Fed a arrêté, mais tout est différent dans ce cycle, donc tout est possible. Effectivement, le profil d'inflation sous-jacente en zone euro fait qu'en février, prochaine réunion de la BCE après celle-ci, à mon avis, le risque d'une hausse de 50 points de base sera toujours important. On sait que des membres comme Isabelle Schnabel sont déjà en faveur de pas plus importants dès aujourd'hui probablement. On a un profil effectivement qui est ce qui est, avec aussi la croissance et l'incertitude sur l'énergie, sur la guerre en Ukraine, qui peuvent être à tout moment résolues dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a une forme d'incertitude. Et puis surtout, après ça, ce qui va vraiment être intéressant, c'est si le marché a raison en termes de baisse de taux de la Fed l'année prochaine, ce dont je doute, mais imaginons qu'on a une récession plus sévère et que la Fed, immédiatement arrivant de 5% ou plus de taux d'intérêt, veuille revenir à quelque chose plus proche de 4, voire en dessous d'ici la fin de l'année prochaine, alors la BCE sera dans une situation là aussi un peu problématique. Ce serait très compliqué pour la BCE de durcir les conditions monétaires si la Fed baisse les taux. Mais, dernier point, grosse différence, le change. Dans ce cas-là, si tout ça est cohérent avec un euro un petit peu plus fort, ou moins faible au moins, à mon avis, c'est un facteur aussi à prendre en considération. Sur la partie bilan, Frédéric, quand on projette alors une réduction du bilan sans doute très graduelle, très modérée, en douceur, et qu'on met cette réduction passive du bilan de la BCE au regard des émissions nettes de dette souveraine que le marché va devoir absorber l'an prochain, qu'est-ce qu'il en ressort comme conclusion et qu'est-ce qu'on peut dire de l'appétit qui sera nécessaire de la part des investisseurs privés pour absorber? Alors, le chiffre que j'ai en tête, c'est 500 milliards d'euros peut-être d'émissions nettes de la part des États souverains l'an prochain. Oui, et en plus, ce chiffre masque le fait qu'on vient d'une situation où la BCE, même à la marge, même simplement en réinvestissant les tombées des dettes qui sont à son bilan encore jusqu'à aujourd'hui, eh bien, a contribué à absorber une partie de ces émissions nettes. Donc on verra si il y a des facteurs également qui peuvent aider quand même à absorber une partie de ces émissions, ou en tout cas à les réduire même. Les États ont beaucoup de cash aujourd'hui qu'ils peuvent utiliser. Il y a une forme de gestion de la dette qui sera très importante en termes de maturité. Des pays comme l'Italie reçoivent des montants considérables d'aide de l'Europe toujours, puisque les choses se passent pour le moment toujours bien, jusqu'à 5% du PIB, et c'est d'autant moins d'émissions du gouvernement qui sont nécessaires. On comprend pourquoi le marché aujourd'hui, avec une BCE crédible, eh bien, voit le verre à moitié plein. Il faut espérer qu'on n'ait pas un choc récessif ou un choc de confiance, parce que je pense qu'effectivement, si on se réveille un jour dans le marché obligataire en refaisant le calcul de ces émissions nettes à absorber, et même si la BCE ne réduit son bilan que de 20 milliards par mois, comme je m'y attends, voilà, la balance entre l'offre et la demande a complètement changé, et c'est un risque supplémentaire, je pense, que la BCE évidemment prend en compte. J'imagine pas la BCE faire quelque chose d'agressif, comme par exemple vendre directement de la dette dans le marché, surtout après l'expérience qu'on a eue au Royaume-Uni, qui aussi, à mon avis, a aidé à voilà, rééquilibrer un peu ses anticipations et peut-être trouver aussi un accord plus facilement entre les faucons et les colombes du Conseil des gouverneurs. Pour finir, sur le marché, la stratégie d'investissement qu'on a envie d'avoir pour démarrer 2023, une fois qu'on a dit tout ça, Frédéric, et l'idée que les incertitudes sont loin d'être toutes levées, en tout cas à ce stade, comment est-ce qu'on a envie de commencer stratégiquement, ou tactiquement même plutôt, l'année 2023 sur les marchés ? Écoutez, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a une certitude, c'est que les taux d'intérêt sont élevés aujourd'hui et vont le rester, selon nous, pendant encore un bon moment. On peut discuter des baisses de taux en fin d'année prochaine, mais on n'en est pas là. Je pense que le cash et surtout maintenant le crédit de bonne qualité des compagnies américaines, à terme européennes, les plus résilientes dans un environnement d'inflation relativement élevé encore,
est à privilégier et que maintenant on n'avait pas de fixe, on n'avait pas d'income, on a quelque chose qui semble fixe et puis on a de l'income, on a du revenu. Donc ça me paraît un pilier essentiel maintenant d'une stratégie d'investissement multi-actif. Vous pouvez imaginer plein d'autres choses autour de ça. Je pense au yen et à l'histoire du Japon qui sera très intéressante l'année prochaine. La Chine, évidemment, les choses bougent. Mais voilà, la structure d'un investissement un peu classique, d'un portefeuille 60-40, me semble beaucoup plus favorable, non seulement pour l'année prochaine, mais pour les 10 ans à venir. Et oui, le grand reset 2022 permet de réouvrir quand même un certain nombre de perspectives en matière d'investissement diversifié. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous, responsable de la recherche macroéconomique de Pictet Wealth Management. Et nous poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard, que nous retrouvons tous les 15 jours, le jeudi, dans Smart Bourse à 12h30, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, l'année n'est pas totalement terminée, mais c'est vrai que si on arrêtait les compteurs en ce moment, on verrait un CAC 40, dividende réinvesti à 4% de baisse seulement depuis le 1er janvier. Je reste frappé par cette performance, alors certes négative, mais à peine négative au terme d'une année 2022 qui aura été quand même décoiffante. Oui, le bilan à ce jour n'est absolument pas le reflet de ce que nous avons vécu tout au long de l'année. Ça a été une année très compliquée, tout comme 2023, pour les raisons que vous venez d'évoquer avec Frédéric Ducrozet, le seront et nous réserverons une année de tous les dangers en dents de scie, comme on a pu l'avoir en 2022. Et c'est vrai que le boulot de gérant a été très compliqué. On a pu l'évoquer, ou on l'évoque quand on se voit entre professionnels, journalistes, un peu ras-le-bol des banquiers centraux. On aimerait bien s'interroger et se préoccuper plus de la micro des entreprises que d'être suspendu à la politique monétaire des grands argentiers, des conséquences que ça peut avoir. Les hausses de taux, c'est la hausse des frais financiers pour les entreprises. L'inflation, c'est la hausse des prix, c'est la hausse des salaires. Et puis, on a eu, évidemment, au cœur des préoccupations pour tout le monde, ça a été l'Ukraine. Et l'Ukraine en 2023, est-ce que c'est bonne surprise ou mauvaise surprise? Donc voilà, il y a des sujets 2023 sur lesquels on reviendra, mais on sort d'un environnement qui nous laisse beaucoup plus de questions que nous n'avons obtenu une réponse. J'entendais, et effectivement, on lit de plus en plus que peut-être même que l'Allemagne ne rentrera pas en récession en 2023. Pardon, tout le monde avait gravé dans le marbre cette récession en Europe. L'Allemagne devait être en récession au 2e trimestre, ça n'a pas été le cas. Au 3e trimestre, ça n'a pas été le cas. Alors ce sera sûrement à partir du 4e trimestre, et ce ne sera peut-être pas encore le cas. Ça, c'est l'histoire de l'Europe tout au long de 2022. C'est un pessimisme exacerbé évidemment en première partie d'année au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine, et un pessimisme qui était tout à fait légitime à l'époque. Sauf que ce pessimisme n'a eu de cesse d'être déjoué mois après mois, trimestre après trimestre. Oui, et on peut ajouter à cela, on s'attendait lors des publications de fin juin à des révisions à la baisse des prévisions des entreprises. On ne l'a pas eu, on l'a attendu au 3e, on ne l'a pas eu. Il n'est pas du tout sûr qu'on l'ait peut-être au 4e trimestre. Et c'est vrai que du coup, on a de plus en plus, vous parliez tout à l'heure, et on s'était évoqué d'un biais neutre, quel biais fallait-il adopter pour 2023 ? Beaucoup commencent à dire, moi le biais sera neutre, voire prudent. Alors neutre, c'est 50-50, prudent, ça peut être jusqu'à 70-30. Frédéric parlait de 40-60. Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand on se place d'un point de vue stratégique dans notre investissement, c'est de dire on reste très très prudent jusqu'aux révisions, parce qu'on n'imagine pas, avec ce qu'on vient de se dire à l'instant sur les différents coûts, salaires, prix, énergie et compagnie, que les entreprises, à un moment, n'aillent pas réviser à la lumière ou à l'aube de récession ou de non-récession, mais enfin, ce ne sera pas comme avant, quand même, quoi. Et
Et c'est vrai qu'on assiste à un fléchissement quand même des économies outre-Atlantique et en Europe. Il y a un moment où il va falloir un petit peu se pencher sur les conséquences. Alors c'est vrai que derrière ça, il y a ce débat, récession longue, récession courte, et c'est vrai que on tarde à rentrer dans cette récession. Oui. Ça veut dire que si par hasard on y allait, on tarderait à en sortir. Mais c'est pas aujourd'hui le scénario le plus mis en avant, celui qui est mis en avant, effectivement, c'est toujours peut-être une récession plus courte, moins profonde, et certains économistes stratégistes considèrent que après s'être pris les pieds dans le tapis en ayant utilisé comme variable d'ajustement les licenciements pendant le Covid, les entreprises se disent c'est beaucoup trop compliqué de recruter, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et elles vont garder le plus longtemps possible les salariés, et par conséquent, ça aura un impact un petit peu moindre sur la demande. Donc effectivement, ça permettra de relancer la machine plus rapidement et d'une façon plus construite et solide. Donc c'est vrai qu'il y a des tas de sujets passionnants à l'aube de 2023. Je le répète, alors c'est l'exemple que je prends depuis plusieurs jours, mais parce que j'ai été marqué par le discours de Michelin il y a un peu plus d'une semaine maintenant, donc je raconte à nouveau l'histoire. Michelin, début 2021, prévoit un plan de restructuration, un plan de départ volontaire, comme on dit, qui doit voir partir 1200 personnes salariées des usines de Michelin. Pour la partie production, il y a une semaine de ça, Michelin a révisé son plan à la baisse, en disant, écoutez, moi, récession ou pas en Europe, je devais faire partir 1200 gars dans mes usines, je vais en garder au moins la moitié. Parce que j'ai de la production à servir, j'ai des carnets de commandes qui sont pleins, et j'ai des clients à livrer. Donc on verra, peut-être que la demande va s'affaiblir, peut-être que mon rythme de prise de commande va ralentir ou s'effondrer. Mais en attendant, j'ai suffisamment de stock de commandes pour me dire que ces gars-là, j'ai pas envie de les voir partir maintenant. Oui, aujourd'hui, les seules entreprises qui se lancent dans des opérations de réduction d'effectifs, on l'a vu avec Elon Musk, c'est ceux qui ne l'avaient pas fait pendant le Covid, ou Amazon et compagnie, qui là, effectivement, avec un effet de retard, prennent ces dispositions, mais le gros des boîtes, aujourd'hui, dans l'industrie, dans les cycliques et autres, ça n'est pas la priorité. Non. Et ça, c'est plutôt un bon signe pour 2023. Comment est-ce qu'on a envie de commencer 2023 ? Alors je comprends effectivement, globalement, dans une stratégie, la poche action doit être encore limitée, c'est ce que je comprends, Franklin, et puis tout l'univers du crédit redevient effectivement intéressant, retrouve des perspectives intéressantes en termes de rendement, de dividendes. Donc ça, c'est une poche clé aujourd'hui, évidemment, dans les stratégies d'investissement. Sur la partie action, s'il faut quand même toujours conserver une poche action, quel type de secteur, quel type d'action est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille pour faire face à différents scénarios de 2023. En tout cas, on peut imaginer que le sentiment de marché va évoluer entre persistance de l'inflation, risque de récession. Enfin, ce mouvement de balancier n'est sans doute pas terminé. Quels sont les enseignements là, après 2022 qu'on peut retirer et quelles sont les actions qu'on a envie de garder en portefeuille aujourd'hui ? Alors, on va dire que c'est relativement simple, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va aller vers la qualité, les bilans sains, les boîtes pas trop endettées et celles pour lesquelles il y a une visibilité qui va au-delà même de la crise et des gesticulations immédiates. L'aéronautique, conserver des titres comme Airbus, comme Safran, reste, à mon avis, une bonne option. Après, on a... Et ça, je m'en rends compte. J'ai été long à adhérer à cette idée, mais les labels ISR-ESG, à chaque fois qu'on a des discussions avec les gérants, une valeur qui n'est pas ESG, qui n'a pas les labels ISR, elle est blacklistée. On ne l'achète pas, quelle que soit la qualité de la valeur. C'est niet. On l'a vu à travers, et j'y reviendrai, à travers des accidents de parcours comme Téléperformance et autres, qui ont été sanctionnés uniquement sur des craintes par rapport à des pertes de labels ESG. Donc on est vraiment de gouvernance sociale, la façon de traiter ces salariés et le confort qu'on veut bien accepter de leur accorder. Et donc, ces labels vont être essentiels également dans le choix. C'est pas la peine d'avoir une belle valeur, c'est pas la peine d'avoir un super truc. Si elle n'a pas ces labels,
c'est de l'argent. Une valeur de qualité sur le plan extra-financier, vous dites, Exactement. elle doit générer de la surperformance. Elle doit avoir une performance à un moment qui reflète aussi cette qualité extra-financière. Ah oui, complètement. Moi, je discute avec des gérants de fonds qui sont long short, qui sont diversifiés, qui sont peu importe quoi. Ils nous disent, on envoie un questionnaire aux sociétés, elles nous répondent pas, on l'achète pas. Même, et donc ils sont en amont, fait tout un screening sur la qualité de la boîte, ses résultats financiers, et puis après ils posent les autres questions. Pas de réponse, elle est vendue ou pas achetée, purement et simplement, elle sort de leur univers de valeur. Après, au-delà de ça, il va falloir avoir des cycliques qui profiteront. On aura des bonnes nouvelles, on l'a dit, peut-être pas de récession, la réouverture de la Chine qui se fera, qui commence à se dégeler un petit peu. Donc il y aura des cycliques de qualité, il faudra aller sur des Schneider. Et puis, l'énergie restera primordiale, des valeurs comme Engie, comme Air Liquide, sont des titres qu'on gardera en fond de portefeuille. Le luxe a prouvé une fois encore la qualité, malgré les performances et les parcours qu'on a vus. N'oublions pas qu'Hermès a été à 1730, on l'a vu à 950, et qu'on est à 1500 et quelques. Donc on a véritablement... Hermès et LVMH vont terminer l'année en positif. Exactement. Depuis le 1er juin. Ces boîtes-là, elles sont passées par des moins 20, des moins 30, des moins 40 par rapport à leur plus haut cette année 2022. Tout à fait. La seule qui restera très nettement négative cette année, c'est Kering. On sait pourquoi. Enfin, c'est un sujet un petit peu différent. Et puis, on va jouer les valeurs, soit qui ont déjà annoncé leur warning, soit qui ont eu des accidents de parcours, et puis certaines, par voie de conséquence, sont des performances très très négatives. Et on continue de garder quand même des Dassault Systèmes, quand même leader européen dans le logiciel, et qui affiche une performance de moins 31%. Au début, on nous a dit qu'on corrigeait l'excès de valorisation, l'excès de valeur et autres. Maintenant, on est allé un peu loin. Ça reste quand même une très très belle société. Téléperformance, pour les raisons dont on vient de parler, mais qui se débat pour démontrer que c'est un mauvais procès qui a été fait. Téléperformance, on est à moins 40% depuis le début de l'année. Et puis une petite nouvelle qui est arrivée au mois de mai en bourse, EuroAPI, un peu défensive. On l'a eu en bourse à autour de 13,80, entre 13,50 et 14. Elle vaut entre 13,50 et 14, mais on est passé par 19. C'est la partie industrielle de Sanofi. C'est une boîte hyper bien gérée, de qualité, dont tout le monde vous disait le plus grand bien. La vraie valeur, c'est peut-être plutôt près de 19, avec des objectifs à l'époque qui étaient à 22-25, que les 13 et quelques auxquels on est rendu aujourd'hui. Et puis, les financières, on parle de hausse des taux. Donc, aller sur de la BNP, je ne prends pas un risque majeur. Sur les services financiers, comme Edenred, qui a eu un beau parcours en 2022, mais qui devrait poursuivre sur ce chemin-là en 2023. Et puis, toujours pareil, les valeurs de rendement qui sont dans les défensives de portefeuille. On peut avoir du 8-9% sur Stellantis, on peut avoir du 8% sur Engie, du 7% sur BNP ou Crédit Agricole. Donc voilà, on a également des trucs intéressants à jouer. Et puis le dernier, que certains citent toujours, mais pour lequel je ne comprends toujours pas, c'est l'or. L'or qui est en performance négative depuis le 1er janvier en dollars, et qui, effectivement, vu de chez nous, est légèrement positif. Enfin, 7,5% de hausse sur une hausse de change de l'ordre de 10%. Mais sinon, voilà. Donc l'or, je continue de ne pas y toucher. Merci beaucoup Franklin, merci d'être venu participer pour cette dernière fois de l'année. On vous retrouve en 2023 bien sûr, je précise tout de suite. Franklin Pichard qui était avec nous pour quasiment conclure cette année 2022, directeur général de Kipling Finance, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.